Bonjour, bienvenue à tous et à toutes pour ce webinaire de l'Institut français d'Allemagne. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la préparation au DELFPRIM A1 et A1. Donc, je suis Hélène Monfeuillard, attachée de coopération de la Basse-Saxe et de la Saxe-Anhalt. Et nous avons deux intervenantes avec nous aujourd'hui, Zoé Duval et Irène Sabarly. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, alors Zoé Duval, enseignante de français langue étrangère, correctrice examinatrice DELF, formatrice DELF, gestionnaire DELF pour le CCFA Karlsruhe. Donc voilà, je mange DELF, je vis DELF, je dors DELF. Voilà, donc je vais donner la parole à Irène. Bonjour, Irène Sabarly de l'Institut français de Sarrebruck. Voilà. Donc, merci de votre participation aujourd'hui. Avec nous en coulisses sont présentes deux collègues. Oriane Jousse, qui est chargée de mission au bureau de la coopération linguistique et éducative à Berlin, qui peut vous aider à résoudre vos problèmes techniques, ainsi que Charlotte Spielevoix, qui est à l'initiative de ce webinaire et qui est attachée de coopération de la Sarre, la Rhénanie-Palatinat et le Baden-Württemberg. Donc, je vois que certains commencent à nous saluer dans le chat. Vous pouvez tout à fait y intervenir, nous dire où vous êtes. Il y a aussi un onglet questions dans lequel je vous invite à poser les questions de fond et auxquelles on répondra au fur et à mesure de ce webinaire. Et enfin, vous pouvez également répondre aux questions qui sont dans l'onglet sondage et qui nous permettront d'avoir quelques informations sur vous. Donc, nous allons démarrer pour les préparations au DELF. On vous propose de faire une séance en 3 parties. Donc, la première, connaître le DELF, et nous allons faire quelques rappels sur les formats des épreuves du DELF. Ensuite, nous vous proposerons des idées pour préparer les examens. Et enfin, nous ferons quelques rappels sur l'inscription au DELF. Donc, le contenu de ce webinaire est assez dense. Je vous précise que nous avons préparé en parallèle de cette présentation un dossier pédagogique que je vais vous montrer rapidement. Et donc, ce dossier pédagogique reprend tous les contenus, des liens, les références des ouvrages dont nous allons parler, et il sera téléchargeable sur notre site. On vous donnera le lien un peu plus tard. Donc, pour revenir à notre présentation, nous allons commencer par des rappels sur les formats, puisque bien connaître les épreuves, c'est autant de clés pour réussir le DELF. Quelques rappels un peu généraux sur le DELFPRIM. Donc, c'est une certification pour les enfants de 6 à 12 ans, puisque DELFPRIM vient de primaire, donc l'école primaire pour les jeunes enfants. C'est une certification, comme toutes les autres certifications DELF, qui est reconnue internationalement et qui est valable à vie. La seule différence qu'il y a entre le DELFPRIM et les autres DELF scolaires, juniors ou tout public, ce sont les thèmes qui sont abordés dans les épreuves et qui sont proches des centres d'intérêt des enfants, c'est-à-dire que les thèmes qui sont abordés dans les épreuves ont en rapport avec la vie quotidienne, le monde de l'école ou des loisirs. Pour le DELFPRIM, il y a 3 niveaux qui correspondent au niveau élémentaire. Donc, les niveaux A1.1 et A1 qui correspondent à des niveaux débutants et sur lesquels nous allons plus parler aujourd'hui. Et il y a également le niveau A2 qui correspond au niveau de survie. Donc, dans toutes les certifications DELF, et c'est ainsi dans le DELFPRIM, il y a 4 compétences qui sont évaluées et que je rappelle donc sur cette diapositive. La première, c'est écouter, la compréhension de l'oral, où les enfants vont écouter des enregistrements et vont devoir répondre à des questions. La seconde partie, c'est la compréhension des écrits, où les enfants vont lire des documents simples, des affiches ou de courtes lettres et vont devoir aussi répondre à des questions. Et enfin, il y a une partie
écrite, donc de production d'écrits, où les enfants remplissent des formulaires ou bien doivent écrire de courtes lettres. Et donc, ces 3 premières compétences sont évaluées lors d'une épreuve collective où les enfants travaillent tous ensemble dans une salle. Avant ou après cette épreuve collective, il y a également une épreuve individuelle où l'enfant va être en tête-à-tête avec un examinateur ou une examinatrice et va devoir parler et mener plusieurs exercices. Je précise ici que, comme dans toutes les certifications DELF, il faut être habilité. Donc, les examinateurs, examinatrices ont suivi une formation validée par France Éducation Internationale, qui est la structure qui conçoit les épreuves du DELF Prime. Je rappelle encore ici quelques informations sur ces épreuves. Donc, dans la première ligne, je vous ai mis la durée des épreuves de A1.1, donc on voit c'est 15 minutes par compétence, alors que pour le A1, on voit que l'épreuve collective est un peu plus longue. L'épreuve de production orale, quant à elle, est courte, elle fait de 5 à 7 minutes. Donc on peut s'étonner parce que là, on voit que pour cette compétence de production orale, on déroge à la règle qui est valable par ailleurs pour tous les autres niveaux de DELF et même de DALF, que plus on monte en niveau, plus l'épreuve va être longue. Et on peut se demander pourquoi, mais en réalité, ça s'explique par le fait que le niveau A1.1 est un niveau dit minimal où les enfants ont très peu de connaissances. Et donc, on leur laisse ces 15 minutes pour parler, pour que l'examinateur puisse parler très lentement, puisse reformuler, puisse répéter, afin que les enfants puissent parler au maximum. Dans la dernière ligne, j'ai indiqué le barème pour chaque épreuve. Donc, vous pouvez voir que chaque compétence est évaluée sur 25 points. Et pour obtenir son DELF, pour le réussir et avoir son diplôme, il faut avoir plus de 50 points. Je précise ici qu'il y a une note éliminatoire par épreuve qui est de 5 points. C'est-à-dire que même si un enfant a réussi à avoir 60 points en tout avec ces 4 épreuves, mais qu'il y a une des compétences où il n'a que 2 points, ou en tout cas moins de 5 points, eh bien, il ne va pas pouvoir avoir son DELF. Et ça, c'est une chose qui est importante à savoir et à bien répéter à ses élèves, c'est qu'il est important que les enfants essayent de traiter tous les exercices de leur livret et au moins de parler un petit peu pendant les épreuves. Il est vrai que souvent, mon expérience, c'est que c'est l'épreuve de production écrite qui est la plus compliquée. Et donc là, il faut bien dire aux enfants qu'il faut qu'ils essaient d'écrire et de répondre à l'exercice qui leur est posé. Donc, pour rentrer dans le concret, je vais laisser la parole à Zoé qui va vous présenter quelques sujets. Alors, le PowerPoint, je vais vous présenter effectivement deux sujets de production écrite. Et vous allez nous dire dans le chat s'il s'agit d'un sujet plutôt A1.1 ou plutôt A1. Donc là, voici le premier sujet qu'on vous présente. Un ami vient passer les vacances dans ton pays, écris-lui un message. Tu lui dis les affaires à mettre dans sa valise. 5 affaires, tu peux t'aider du dessin de sa chambre. Alors, vous êtes très réactive même, je dirais, et vous avez raison en plus. Ah, c'est formidable. Effectivement, il s'agit d'un sujet A1.1. Le format de la liste est un format récurrent dans le DELF Prime A1.1, que ce soit en compréhension des écrits ou en production des écrits. Et là, bien qu'il y ait une petite phrase d'introduction, il s'agit d'une liste. Hein. Le A1.1 se caractérise vraiment par l'importance, la prédominance du lexique. Je vais vous proposer donc un autre sujet maintenant. Tu écris une petite lettre en français à un ami pour présenter ta famille, pour parler de toi et de tes loisirs. Tu peux t'aider des illustrations.
Donc, A1 ou A1. Effectivement, bravo, c'est bien le niveau A1. Donc, autant avant, en A1 point, on reste dans du vocabulaire isolé, du lexique, que là, au niveau A1, il y a déjà des phrases, même si ce sont des phrases très simples. On note également dans les deux épreuves, et c'est commun au DELF prime, aux 3 niveaux du DELF prime, l'importance de l'illustration pour aider l'élève, particulièrement jeune, à écrire, à produire quelque chose. Voilà. Donc, je vois qu'il y a une première question qui concerne un point qu'on va aborder tout de suite. Et donc, Élise nous demande si les consignes sont traduites dans la langue maternelle. Alors, je vais faire un court changement de diaporama et Zoé va tout de suite répondre à cette question. Alors non, les consignes ne sont pas traduites dans la langue maternelle, mais nous allons voir dans une seconde que vous pouvez soulager vos élèves. Donc la question tombe à point nommé. Il y a des consignes au DELF prime qui sont récurrentes. Vraiment, c'est toujours la même chose, le DELF prime, et c'est ça qui rend la préparation assez agréable. Vous voyez, là, vous avez des consignes avec des petits pictogrammes, et ces consignes, on les retrouve systématiquement dans des livrets. Donc, autre précision, pour ceux qui ne connaissent pas encore le DELF prime, les élèves reçoivent un livret avec les épreuves, avec les différents exercices. Et la première page de ce livret, ce sont justement ces consignes. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser ces consignes lors de la préparation en classe de français, mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, reprendre ces petits pictogrammes pour d'autres matières que vous enseignez. Hein. Rien ne vous est interdit. Donc là, c'est une astuce, disons, qui peut vous permettre de soulager facilement des élèves, parce que vous le savez mieux que moi, des élèves, même parfois très bons, sont totalement déstabilisés par les consignes. Voilà. N'hésitez pas, petite précision, à poser des questions. Si je parle, Hélène les regarde et inversement. Hein. On va poursuivre, si tout va bien, avec l'improvisation. Comment improviser une activité de préparation au DELF prime en classe. C'est une liste non exhaustive de possibilités. Et je vais commencer notamment avec un grand classique, le jeu de mime. Pourquoi? Parce que le jeu de mime est très facilement abordable en classe, sans aucun matériel ni aucune préparation. Bien sûr, vous pouvez adapter les consignes en fonction de ce que vous voulez faire travailler. Donc, si vous voulez faire travailler la compréhension des écrits, notez la chose, l'objet à mimer, sur un petit morceau de papier. Si vous voulez plutôt travailler la compréhension de l'oral, dites à l'oral en secret la chose animée. Vous pouvez faire participer les élèves entre eux. Voilà, vous adaptez. Bon. Dessine-moi quelque chose. Le jeu des charades, on va plutôt appeler ça dessiner, c'est gagner. C'est peut-être plus simple à comprendre. Il s'agit en fait du même jeu que le jeu de mime, sauf qu'il ne faut pas mimer, mais bien dessiner. Donc, le principe est le même. Là encore, vous pouvez aussi faire des équipes, dessiner vous-même au tableau et faire deviner l'objet, le faire dire ou le faire écrire. Là encore, adapter en fonction de ce que vous voulez faire travailler, quelles compétences vous voulez faire travailler. La dictée des artistes. Donc là, c'est pour les plus lyriques d'entre vous, ceux qui sont inspirés. Amusez-vous avec vos élèves à décrire un personnage, un paysage, et les élèves dessineront ce qu'ils comprendront. Je crois que Hélène, plus tard, va nous parler d'une activité qui y ressemble, mais qui permet de travailler autre chose que la compréhension orale dans ce cas-là.
Une activité propre au DELF Prime, la liste. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la liste est une activité vraiment récurrente, un format récurrent du DELF Prime 1.1. Et dans le premier cas, dans la compréhension des écrits, il faut associer un mot à une image. Dans le second cas, la production des écrits, il faut écrire le nom de l'objet qui est identifié. Donc, si vous n'avez rien préparé ou rien dans votre sac, vous pouvez toujours récolter les objets du quotidien, une pomme, un crayon, une lampe, un cahier, les faire lister aux élèves ou éventuellement proposer voilà, une collection d'objets du quotidien et les mots correspondants sur des petits morceaux de papier à côté, et les élèves, ils placent ces petits morceaux à côté de l'objet. Donc, si vous avez des idées, nous sommes aussi ouvertes aux suggestions. Ce ne sont que des possibilités. Dans l'improvisation, je pense qu'on peut faire encore davantage que ces quelques activités que je viens de vous proposer. Est-ce qu'il y a des questions pour l'examen? Oui, donc effectivement, Élise demandait si les sujets, les textes d'introduction étaient toujours en français. Et effectivement, parce qu'il faut savoir que les petits livrets qui sont édités par France Éducation Internationale sont les mêmes dans le monde entier. Ce qui veut dire que toutes les consignes sont en français et toutes les de même que tous ces petits textes d'introduction. Donc effectivement, ça demande à ce que l'élève soit capable de bien le comprendre pour pouvoir répondre à la question qui lui est posée. Merci. Alors, on va continuer. Je vais vous présenter les grands classiques. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que j'appelle un grand classique? Ce sont des activités que tout le monde connaît. Vous y avez tous joué étant petit, mais on a tendance à oublier ces grands classiques et notamment à oublier leur intérêt pédagogique. Donc, je vais commencer avec mon préféré, le jeu des 7 familles. Donc, pourquoi mon préféré? Parce qu'on peut vraiment travailler la production orale, la compréhension des écrits avec la lecture de la carte et la compréhension orale quand un participant, un joueur demande une carte à l'autre. Donc, d'une part, ce jeu, que je trouve formidable, permet d'apprendre des expressions figées telles que « je voudrais », dans la famille X, « je voudrais le papa ». Vous pouvez là aussi un petit peu adapter les règles du jeu avec ce que vous voulez faire travailler. Par exemple, plutôt que « je voudrais », si vous voulez travailler « est-ce que tu as le papa dans la famille X », ça passe aussi. Et l'intérêt lexical avant tout, parce qu'il y a tous les membres de la famille, c'est très répétitif, donc il n'y a pas meilleur moyen pour apprendre les membres de la famille proche. Ici, je vous ai apporté le jeu des 7 familles, les émotions. Alors, c'est incroyablement mignon. Et chaque famille porte le nom d'une émotion. Vous voyez, là, j'ai la grand-mère de la famille Joyeux. Donc là encore, vous pouvez enfoncer le clou avec le vocabulaire en choisissant des jeux de cette famille ciblés. J'en ai un ici qui est beaucoup plus vintage sur les métiers. Voilà, c'est vraiment, je pense, un bon moyen d'enseigner le vocabulaire et d'expérience, ça marche à chaque fois. Je vais passer à l'autre grand classique, et là, il est bien connu des maisons d'édition, c'est le jeu de loi. Il faut dire que c'est là aussi extrêmement complet et qu'on peut travailler toutes les compétences. Je vais notamment vous montrer le jeu de loi proposé par le manuel Préparation à l'examen DELF Prime de chez Hachette Fleu. Je vous le partage tout de suite. Et là, je pense, voilà, hop. Donc, ici, vous pouvez voir que même la production des écrits est exploitée. Écrit 8, écrit la couleur, donc à savoir jaune ou rouge. Donc, bon, là aussi, sur Internet,
vous pouvez aussi trouver des exemples. Vous pouvez aussi en bricoler un avec Excel. C'est très, très accessible. Hop. Voilà. Alors, Zoé, avant que tu poursuives, on me demande que tu rappelles le principe du jeu des 7 familles, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas. C'est vrai que c'est un classique français, mais... C'est vrai que c'est un classique français. Ça ressemble beaucoup au quartet allemand. Donc, le jeu des 7 familles, vous avez 7 familles avec 6 membres dans les 7 familles. Le papa, la maman, le petit garçon, la petite fille, le grand-père et la grand-mère. Et il faut reconstruire ces familles. Donc, chaque personne a 6 cartes dans les mains et demande aux autres joueurs, est-ce que tu as dans la famille joyeux le papa? Non. Alors, le voisin pose une question. Est-ce que tu as dans la famille triste la maman? Oui. Il récupère la carte, etc. Peut-être que je vais vous montrer, oui, je vais vous montrer les règles du jeu un peu plus tard, quand je vais vous parler des ressources en ligne. OK? On continue. Parmi ces grands classiques, j'ai aussi répertorié le domino et le memory. Donc là, je les mets ensemble parce que le principe est le même. Il faut associer une image à un mot. Je ne parle pas, bien sûr, du domino classique ou du memory classique, mais des memory domino didactisés. Par exemple, ici, j'ai un petit memory sur les vêtements. Voilà, le pantalon, il faut l'associer au mot. Oui, sauf que j'ai montré un uniforme, mais bon, c'est pas grave. Et donc, pour le A1 point, et puis même pour le A1, on l'a vu, l'importance de l'image. Donc, là, le memory et le domino pour la compréhension des écrits fait tout à fait le travail, c'est assez efficace. Et là encore, comme le jeu des 7 familles, ça marche assez bien en classe. Enfin, le bingo, ou le loto, appelez-le comme vous voulez. Donc, bien sûr, vous pouvez faire un bingo, un loto classique avec les chiffres, mais vous pouvez aussi en trouver dans le commerce ou sur Internet des bingos, des lotos didactisés. Et donc, ça, c'est vraiment idéal pour travailler la compréhension de l'oral. Là, je vais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé dans un vide-grenier, le loto de la nature. Donc, effectivement, vous avez des grilles avec des illustrations et vous avez les jetons avec le nom. Voilà, on voit peut-être pas très bien la coccinelle. Voilà. Donc là aussi, sur Internet, dans le commerce, vous pouvez même en bricoler un vous-même. C'est idéal pour la compréhension de l'oral. Le jeu de mime, je vais en reparler brièvement. Bien sûr, vous pouvez le créer vous-même, c'est très facile, mais vous pouvez aussi trouver sur Internet ou dans le commerce des cartes toutes faites. Bon, ça, c'est le grand luxe, c'est le jeu de mime des sports. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a des questions, Hélène? Avant que je non, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de questions supplémentaires. Très bien. Alors, on passe à la suite avec les ressources en ligne. Donc, Internet est votre meilleur ami. Il faut savoir que vous trouvez énormément de choses sur Internet, énormément de supports pédagogiques gratuits ou très peu chers. On a sélectionné pour vous 2 sites, nos préférés, je pense. Et je vais vous les présenter directement en partage d'écran. Je pense que c'est le plus simple. On va commencer par le blog La Petite École du FLE. Hop, voilà. Donc, si vous voyez tous mon écran, alors les liens sont dans le dossier pédagogique. La Petite École du FLE, c'est un blog avec énormément de ressources. Derrière ce blog se cache une enseignante de français langue étrangère pour les enfants.
Donc, vous voyez sur le côté droit, vous avez articles récents, donc les dernières choses produites. Et en fait, il y a un thème, Harry Potter, l'automne, les dinosaures, et c'est exploré à fond. C'est ça qui est formidable. Vous voyez, vous pouvez télécharger tout un cours, en fait. C'est vraiment du clé en main. Et on retrouve ici mes grands classiques. Vous voyez, le jeu de memory et le loto, le double. Donc, vous pouvez l'imprimer et le conserver. Ça marche très bien. Voilà, hop. Alors, attendez que je vous retrouve. L'autre site dont je voulais vous parler, c'est le site Mondolingo, que vous connaissez peut-être aussi. Là encore, il y a énormément de ressources, peut-être un peu plus de ressources payantes, j'ai l'impression. Et là, vous retrouverez les grands classiques, les memory, les lotos, les jeux de mime. Quand je dis ressources payantes, c'est pas excessif, hein, on est dans l'ordre des 2-3 euros. Là aussi, c'est classé par thème, donc vous voyez, on approche de la Saint-Valentin, donc il y a tout un cours sur l'amour avec le jeu de memory de la Saint-Valentin. Mais si vous voulez travailler quelque chose de plus spécifique, vous pouvez aussi trouver normalement des choses plus adaptées. Hein, le cahier d'exercice sur la météo, le memory, quel temps fait-il, etc. Voilà. Ok. Je vais redonner, sauf erreur de ma part, la parole à Hélène. Est-ce que vous avez des questions avant cela? Oui, alors il y a Aurélie qui demande si il y aura un accès à la vidéo. Alors effectivement, ce webinaire est enregistré, donc il sera rediffusé et il sera également publié sur la chaîne de l'Institut français d'Allemagne qui s'appelle Le Coin des profs. Donc si vous n'avez pas la possibilité de tout regarder aujourd'hui ou si vous avez manqué le début de cette présentation, vous pouvez tout à fait la regarder plus tard. Je vais poursuivre avec 2 activités pour travailler l'écrit. Donc, comme je l'ai dit, c'est en général un peu la bête noire des enfants. Et c'est vrai que pour un public si jeune, on a tout intérêt, je pense, à travailler plutôt l'oral. Mais c'est vrai que pour le DELF-Prime, comme je l'ai dit, on a besoin d'un minimum dans toutes les compétences. Donc, je vous propose une première activité qui s'appelle Copie et dessine. Donc, le principe, on le comprend vite en lisant ce titre. L'idée, c'est de proposer un texte à des enfants, aux enfants, et ils vont ensuite le recopier et l'illustrer. Donc là, je vous ai mis 2 exemples où on donne un texte très simple, une pomme rouge, et l'enfant va la dessiner, ou bien un texte un peu plus difficile où il y a 3 informations à comprendre. Le lapin est sur la chaise, et donc à chaque fois, l'enfant a dessiné une pomme rouge, une chaise et un lapin qui est dessus. Donc, c'est une activité qui est intéressante parce qu'elle permet à la fois de faire travailler la copie qui va permettre de réviser du vocabulaire, de contrôler que le vocabulaire est associé à la bonne idée. Et c'est aussi possible avec cette activité de proposer des niveaux tout à fait différents, c'est-à-dire qu'on peut aller de quelque chose d'extrêmement simple avec un mot à de très longues phrases. Et je vous ai mis dans le dossier pédagogique un site internet qui propose des devinettes. Donc là, l'enfant doit recopier toute une devinette, plusieurs phrases, doit ensuite réfléchir à quelle est la réponse et la dessiner. Donc de la même façon, on pourrait dire j'aime les carottes, j'ai des grandes oreilles, et là, l'enfant doit dessiner un lapin. Donc ça, c'est assez intéressant quand on a des classes avec des niveaux très hétérogènes parce que on peut proposer toute une palette de niveaux. Et bien sûr, ces textes, on peut soit les présenter sous forme de fiches, soit les écrire au tableau, écrire une suite de phrases qu'on numérote. Et les enfants, en fonction de leur rapidité, vont arriver à recopier, à illustrer une
phrase, 2 phrases, ou toutes les phrases qu'on a inscrites. On peut aussi tout à fait faire des petites cartes sur lesquelles les textes sont écrits. Donc c'est une activité qui peut être faite de façon aussi en autonomie pour les élèves qui sont les plus rapides, qui ont fini leur exercice, et de rajouter ça comme un exercice supplémentaire. Je rappelle ici, parce que c'est parfois une chose qui fait peur en français, que pour les niveaux A, et en particulier A1 et A1, on n'exige pas une orthographe absolument juste, et si les enfants ont réussi à écrire les mots de façon phonétique, ça va être considéré comme juste dans le DELF Prime. Donc il ne faut pas non plus trop être focalisé sur les questions d'orthographe qui sont quand même très complexes en français. Une seconde activité, c'est ce qu'on peut appeler la dictée muette ou le texte à trous. C'est donc une activité où on va proposer des phrases dans lesquelles certains mots sont remplacés par des flashcards ou par des images, en fonction de si vous l'affichez comme en ce moment dans vos cours en ligne sur des slides, ou bien si vous êtes en classe, vous pouvez bien sûr utiliser, alors je vais agrandir un petit peu l'image, si vous utilisez des cartes images ou des flashcards, donc on peut écrire une phrase au tableau et remplacer certaines des images par ces flashcards. Les enfants auront ensuite comme travail de recopier cette phrase et de remplacer les images par des mots. Ça, c'est une activité qui est un exercice du DELF Prime A1.1 où les enfants doivent en général remplacer des images par des mots dans une petite carte postale. Donc ensuite, je vais vous parler d'albums qui permettent de se préparer également au DELF Prime. Donc ce qui est intéressant avec les albums, c'est qu'on va s'entraîner et en même temps on va découvrir la culture francophone ou française. Donc le premier album dont je voulais vous parler, c'est une série, donc il en existe plusieurs, qui s'appelle Tom et Tim, qui a été édité par Calligram, qui est une maison d'édition suisse. Et donc, dans ces livres, ce qui est intéressant, c'est que, comme vous le voyez, une partie des mots est remplacée par des images, tout comme dans l'épreuve de DELF Prime, et donc on peut s'appuyer sur ces histoires pour préparer des activités de préparation aux examens. Là, je vous ai mis Vive les crêpes parce qu'on est en février, mais il en existe bien d'autres sur Pâques, sur la petite souris, qui est l'équivalent de la fée des dents, la Zahnfee allemande. Et donc, en fonction du vocabulaire que vous voulez travailler, vous pouvez proposer les albums qui vous intéressent. Alors, une autre forme d'album qui me semblait intéressante pour travailler le DELF. Alors, je vais vous les présenter à l'écran. Ce sont les bandes dessinées qui n'ont pas de bulles. Donc, les bandes dessinées font partie de toute la culture française et francophone. Il y a des bandes dessinées où il n'y a pas du tout de texte. Et donc ça peut être intéressant pour travailler la compétence de production orale, puisque dans le DELF Prime A1.1 et A1, il faut soit commenter et décrire en fait des petites images isolées, donc ça c'est pour le A1.1, et dans le niveau A1, on demande aux enfants de raconter une petite histoire à partir de 6 images. Alors il en existe beaucoup, des bandes dessinées qui n'ont pas de bulles. Peut-être une des plus connues, c'est Petit Poilu, donc qui est ce petit personnage-là. Donc c'est aussi une série, il y en a tout un tas. Et donc je vous montre une planche. Ce qui est intéressant avec Petit Poilu, c'est que les histoires commencent toujours par le début de la journée. Donc il se réveille, et il va à la salle de bain, il mange son petit déjeuner, il dit au revoir à sa maman. Et donc ça va permettre
de commencer à raconter l'histoire et de travailler le vocabulaire du quotidien. D'autre part, ce qu'il faut savoir, c'est que Petit Poilu, c'est un personnage qui est très expressif, et donc faire tout un travail sur les émotions, qui est un champ lexical qu'on aborde souvent avec des débutants. Donc on voit qu'il a peur, qu'il est content, qu'il va être étonné ou en colère. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y existe un site qui s'appelle petitpoilu.com sur lequel vous retrouvez des fiches d'activité voilà, sur les émotions, sur la météo. Et cette bande dessinée a été adaptée en film. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est d'abord de travailler avec la bande dessinée, de faire quelques activités, puis un peu comme une récompense pour motiver les élèves, leur dire « Ah, ben ensuite, on va regarder un petit film de Petit Poilu ». Et ce que vous pouvez éventuellement faire, si vous avez beaucoup de temps avec vos élèves, c'est de leur demander à partir du petit film qu'ils ont vu, de recréer leur propre BD et de la raconter. Dans le dossier pédagogique, je vous ai mis d'autres BD. Peut-être je vous en montre encore une autre. Il existe aussi Polo, qui est ce petit chien. Voilà. Et de la même façon, on a des histoires racontées avec des planches sans texte. Et il est aussi adapté en film d'animation. Un des autres types d'albums dont je voulais vous parler, ce sont les albums que j'ai appelés épistolaires, c'est-à-dire des albums qui sont composés de lettres ou de cartes postales. Je vous ai mis quelques références. Donc, celui dont je voulais vous parler aujourd'hui et que j'ai en album, c'est Cher Bill. Donc, c'est l'histoire d'une correspondance entre Oscar, qui est cette petite fourmi, et Bill, qui est son correspondant et qui est un poulpe. Et donc, ce que je trouve intéressant dans cet album-là, c'est que, alors tout est écrit à l'envers, mais on voit bien que à chaque fois, chaque chapitre de l'histoire est une lettre avec une illustration, et on a bien la structure de la lettre avec la date, un en-tête, le corps du texte, une formule pour dire au revoir, une signature, et là ici on a même un petit PS. Et donc je pense que c'est une histoire qui est assez amusante pour faire travailler ce format de la lettre. Donc là, on peut travailler à la fois la compréhension écrite, on peut aussi faire imaginer aux enfants une lettre que pourrait écrire Bill à Oscar. Et dans le dossier pédagogique, je vous ai indiqué plusieurs sites pour lesquels j'ai trouvé des activités autour de cet album. Ce que je peux dire aussi, c'est que quelque chose qui peut beaucoup motiver vos élèves, c'est d'avoir eux-mêmes des correspondants dans un pays francophone. Et si vous ne trouvez pas de classe partenaire, vous pouvez toujours vous tourner, si vous êtes en Allemagne ou dans un pays où il y a des attachés de coopération pour le français, vous pouvez toujours vous tourner vers nous, ou bien en Allemagne toujours vers l'Office franco-allemand pour la jeunesse, donc DFJW en allemand, ou encore vers les référents des relations internationales dans vos ministères. Si vous avez d'autres idées d'albums qui vous semblent intéressantes à travailler en classe, vous pouvez tout à fait nous les indiquer dans le chat. Je regarde les questions. Oui. On a une question de Ria qui est un petit peu délicate. Ouais, alors sur les droits d'auteur, moi ce que je préfère toujours faire, c'est de rendre aux auteurs des activités voilà, leur mérite, et plutôt de mettre toujours les liens vers les sites web plutôt que d'insérer directement des activités qu'on aurait prises ailleurs dans des plateformes d'apprentissage. Voilà, c'est plutôt la façon dont on peut procéder. On avait une autre question pour l'écriture cursive ou en script. Alors, j'ai répondu directement à Coralie, mais là, ce n'est pas important. Hein. L'élève, du moment que c'est lisible, c'est le principal. Il ne faut pas oublier que le principe du DELF, c'est vraiment valoriser le travail, la production de l'élève. Donc, c'est vraiment pas un paramètre qui entre en jeu pour le DELF. Voilà.
Oui, 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 tout à fait. Je pense que voilà, les enfants, ils écrivent. Si c'était aux questions, les enfants ne doivent pas écrire en écriture script à la française, hein, pour le DELF, surtout pas. Déjà que c'est pas simple, je pense que voilà, on n'en atteint pas autant d'eux. Donc, j'ai vu qu'il y a une question sur les manuels de préparation au DELF, et donc je laisse Zoé poursuivre sur cette question. Oui. Alors, hop là. Oui, donc je ne vais pas vous présenter le PowerPoint parce qu'il n'y a rien dessus. On vous a laissé dans le dossier pédagogique une liste, je pense, assez complète de tout ce qui s'est fait en manuel de préparation au DELF Prime. Pour l'instant, on va vous en proposer, on va vous en présenter que deux. Enfin, il s'agit de la même édition, mais A1.1 et A1. Donc, il s'agit de préparation à l'examen du DELF Prime A1 ou A1 de Hachette Fleu. Pourquoi ce manuel? Parce que j'estime, hein, c'est assez personnel, que c'est le plus complet et le plus adapté à la préparation du DELF Prime actuellement. Par ailleurs, ce qui est assez intéressant avec cet ouvrage-là, c'est qu'il y a une unité gratuite. Donc là aussi, vous n'hésitez pas à aller la chercher sur le site de l'éditeur. Je vais vous partager tout de suite l'écran. Vous voyez, sur le site d'Hachette Fleu, vous pouvez trouver la première unité, extrait d'unité en PDF gratuitement. Et il y a également les compréhensions de l'oral. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Malheureusement, il n'y a pas énormément de manuels, étant donné que c'est très spécifique. Hein. Mais disons que celui-là fait bien l'affaire. Voilà. Merci Zoé pour cette présentation des manuels. On va vous passer à la dernière partie de ce webinaire et vous parler de l'inscription au DELF Prime. Alors, sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a des choses qui sont assez spécifiques à chaque pays, voire à chaque région où on se trouve. Tout d'abord, Zoé va vous donner quelques conseils sur le niveau à choisir pour vos élèves. Oui, alors, faire un DELF blanc. Comment déjà sur ce fameux manuel que je viens de vous présenter à l'instant, il y a des doubles pages à la fin de chaque unité avec des épreuves, des exercices vraiment typiques du DELF, hein, avec les mêmes longueurs, les mêmes règles, les mêmes consignes demandées. Vous pouvez aussi aller sur le site de France Éducation Internationale. Là encore, je vais vous montrer mon écran. Il y a un exemple, je crois, un ou deux exemples de sujets. Donc, vous voyez, je suis sur le site de France Éducation Nationale, DELF Prime, hop. Et normalement, voilà, ici, vous avez des exemples avec aussi les épreuves de compréhension orale. Vous pouvez aussi demander à un collègue d'évaluer vos élèves, parce que finalement, c'est toujours bien d'avoir un regard extérieur, en plus, au DELF, cet élève aura un examinateur qu'il ne connaît pas, donc c'est important d'avoir un peu moins de subjectivité. Et d'autre part, vous pouvez également demander à l'élève lui-même comment il se sent prêt à passer le DELF. Si c'est plutôt du A1.1 ou du A1. Il y a des élèves qui vont être très motivés, il y en a d'autres qui vont être moins sûrs d'eux. Donc, le but, c'est pas de leur faire peur non plus. Par ailleurs, il faut faire attention, un DELF A1 réussi ne garantit pas de réussir le A1. Il y a quand même, comme on l'a vu,
une marge entre ces deux niveaux. Est-ce qu'il y a des questions avant de poursuivre? Alors oui, il y a une question pour savoir s'il y a des manuels numériques à télécharger pour le DELFPRIME A1, même payant. Ah, c'est une bonne question. J'imagine que les maisons d'édition n'ont pas encore numérisé les DELFPRIME, étant donné que c'est pas non plus un public extrêmement large, mais il faudrait regarder. Il faudrait regarder. Je suis désolée, je ne peux pas répondre à cette question. Ouais, je dois dire, j'ignore. Ce qu'il faut dire, c'est que pour quasiment tous les manuels, on peut télécharger gratuitement un chapitre test comme tu le montrais. Donc ça peut permettre d'avoir au moins quelques sujets. Et j'ai vu que notre collègue attaché de coopération pour le français de la NRV et de la S a donné aussi le site de France Éducation Internationale. Dans le dossier pédagogique, j'ai aussi indiqué un site qui s'appelle DELF et sur lequel vous pouvez trouver aussi quelques sujets qui sont disponibles pour les enseignants. Donc ça, c'est une possibilité. Ce qu'il faut rappeler aussi, et c'est bien pour ça qu'il faut faire attention quand on choisit le niveau pour ses élèves, c'est qu'une fois que vos élèves sont inscrits, les centres DELF vont commander les petits livrets et donc ensuite, c'est impossible de changer le niveau. Donc, il faut bien réfléchir avant d'inscrire ses élèves pour un niveau ou pour un autre. Mais effectivement, je pense que Zoé a raison quand elle dit qu'il faut demander aux élèves pour pas qu'ils se sentent mis sous pression ou en difficulté. Donc voilà. Et donc pour petite précision, sur la droite, on voit la future affiche pour le DELFPRIME qui est encore en cours de préparation, mais qu'on espère pouvoir distribuer dans l'école allemande dans les mois qui viennent. Donc, je vais la mettre peut-être un peu plus grand. Vous avez ici une carte de l'Allemagne avec tout le réseau des instituts français et des centres franco-allemands. Je vois que Oriane vous a ajouté le site de l'Institut français. Et donc, je vous invite à vous rapprocher de vos gestionnaires DELF pour inscrire vos élèves, pour savoir quelles sont les dates des prochaines sessions DELFPRIME. Il y a de nombreux centres qui proposent le DELFPRIME en Allemagne. Et donc, j'invite maintenant Irène à nous parler du DELFPRIME en SAR. Alors, en SAR, c'est un peu différent que dans le reste des Länder en Allemagne. Le DELFPRIME est intégré aux écoles primaires. Donc, ça veut dire que les enseignants passent une formation d'habilitation auprès d'un formateur DELF et donc ils sont habilités à faire passer le DELF aux élèves dans leur école, en fait. D'accord, donc merci Zoé. Voilà, si vous avez des questions, je vous invite à vous tourner vers elle pour en savoir plus sur ce modèle un peu particulier qui est, à ma connaissance, pas assez unique. On arrive vers la fin de ce webinaire. Je vous indique qu'il va y avoir une prochaine séance le 23 février, donc en musique, puisque nos collègues vont parler du projet Franco-Musique qui est en partenariat avec la maison d'édition Cornelsen. Et donc, il s'agit d'une sélection de 12 chansons qui sont accompagnées de fiches pédagogiques. Et vous avez le site web pour s'inscrire à ce webinaire. Donc, si c'est une thématique qui vous intéresse, vous êtes bien sûr les bienvenus. Je vous remercie de votre participation à ce webinaire. Merci beaucoup à Zoé, à Irène, ainsi qu'à Charlotte et à Oriane, sans qui ce webinaire n'aurait pas pu avoir lieu. Merci également aux collègues de Leipzig qui m'ont aidé pour trouver des BD sans bulles, voilà, dans les recherches pour trouver des contenus.
J'ai vu que vous aviez indiqué beaucoup d'autres idées d'histoire. Il y en a énormément et ça, c'est une grande chance. Et évidemment, je dis merci beaucoup à tous les enseignants de français langue étrangère et des Grundschulen qui préparent des contenus qui sont tout à fait intéressants pour préparer aux épreuves du DELF-Prime. À l'instant, a dû s'afficher sur votre écran un petit bouton, donc vous pouvez appuyer sur consulter et vous pourrez télécharger le dossier pédagogique qui accompagne cette séance. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère qu'on se recroisera lors d'un prochain webinaire. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.